Bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir de vous retrouver ici ce matin pour la première fois dans un format pré-Covid ou post-Covid, c'est-à-dire vraiment en présentiel. On a eu l'occasion de se voir ici en début d'année, on était dans un format hybride, on avait un autre format l'année dernière pour le même événement, mais donc c'est vraiment un grand plaisir de voir que progressivement, on avance et on met le Covid derrière nous. Alors, il y a d'autres événements compliqués autour de nous. On est dans un monde qui est en permanente évolution, agitation, avec les crises qui se succèdent. Peut-être que finalement, les crises qui se succèdent, c'est le nouveau monde dans lequel on est. En tout cas, ce rendez-vous est vraiment pour nous une opportunité de faire le bilan de l'année 2021, maintenant que l'ensemble des sociétés ont publié leurs chiffres, donc on a un bilan chiffré, et aussi d'éclairer 2022-2023 autant que possible. Donc je vais donc présenter ces résultats, ces perspectives avec Martin, avec Christophe, Pierre et puis Patrick. Patrick qui dira effectivement quelques mots sur le Salon du Bourget 2023. Alors, vous allez me dire, 2023, c'est pas tout de suite. Oui, mais comme on n'a pas eu de Salon du Bourget 2021, que le dernier, c'était 2019, que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis très longtemps, peut-être que tu nous en diras quelques mots d'ailleurs, Patrick, on a envie de vous ouvrir l'appétit déjà maintenant sur le Salon du Bourget 2023. Mais je vais rentrer dans le vif du sujet. 2021... ça vient après 2020. 2020 a été l'année d'entrée dans la crise du Covid, qui a été la crise de très très loin la plus grave pour le secteur aéronautique mondial, avec, comme vous le savez, un arrêt des vols pour toutes les compagnies du monde à peu près en même temps, un scénario vraiment inédit d'une crise sanitaire qui a touché l'ensemble de la société, des sociétés en 2020, avec un effet bord du gouffre en mars-avril 2020 et l'entrée dans une période de très grande incertitude sur la profondeur de la crise, sur la durée de la crise et sur la façon de s'en sortir. On a eu l'occasion autour de cette crise de se voir, de communiquer, d'expliquer tout ce qu'on faisait et de dire en début d'année 2021, il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, qu'on voyait 2021 comme une année de transition et de préparation à la reprise. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. L'ensemble des plans qui ont été mis en place en 2020, l'extraordinaire travail commun qui a été fait par la filière et aussi par les pouvoirs publics a permis de résister en 2020 et en 2021 de repartir, surtout sur la deuxième partie de l'année 2021, et finalement d'afficher des chiffres que vous allez voir qui sont effectivement caractéristiques d'une année de résilience et de transition et de préparation à la reprise. Et on va vous dire aussi sur 2022 et un petit peu sur 2023 comment on voit les choses. Alors, place aux chiffres. 2021, le chiffre d'affaires de la profession s'est monté à 55,2 milliards d'euros, ce qui est un chiffre en hausse de 7,2% par rapport à 2020. On avait fait 52,9 milliards d'euros. Chiffre qui a été d'ailleurs un petit peu révisé par rapport aux estimations initiales sur 2020. Donc, on repart en hausse sur 2021. Ce qu'on observe, c'est que la part d'export est très importante, puisque c'est 83% du chiffre d'affaires consolidé. Et le civil représente en 2021 65% du chiffre d'affaires total, en très légère hausse de 2%. Le chiffre d'affaires de la supply chain se monte en 2021 à 19,6 milliards d'euros. Là aussi, quasi-stabilité, en fait très légère progression à 1%, et réalisé à 67% dans le civil, et également pour la supply chain à 42% à l'exportation. En ce qui concerne les commandes, et on le verra sur la planche de synthèse, une très forte progression par rapport à 2020, qui a été une année évidemment particulièrement faible sur les prises de commandes. Donc plus 68% par rapport à l'année 2020, 50 milliards pour un chiffre d'affaires de 55 milliards. Vous voyez qu'on se rapproche d'un book-to-bill de 1, c'est-à-dire d'un niveau de prise de commande presque égal à celui du chiffre d'affaires, ce qui est quand même
exceptionnel vu la situation. Et ce qui est aussi exceptionnel, c'est que dans ce niveau de commande, 55% est pour la défense. On voit le rôle très important qu'a joué la défense en 2020 et plus encore en 2021, et qui augure également d'une activité forte dans les années qui viennent dans le domaine de la défense. Ça a vocation évidemment à être malheureusement renforcé par les événements de 2022. Et également ces prises de commande de 57% à l'exportation, ce qui est un peu moins élevé que d'habitude, mais reste très élevé. C'est moins élevé que d'habitude parce que la part de la défense est effectivement très importante. Et les commandes civiles ont aussi progressé par rapport à 2020 de 23%. Donc on voit qu'on a un redépart des prises de commandes sur la fin de l'année. Si on regarde le secteur civil plus spécifiquement, en ce qui concerne les avions commerciaux, les avions de transport, 2021 est déjà l'année du rebond, avec une progression des livraisons conforme ou légèrement supérieure aux prévisions initiales et une reprise des commandes. Vous vous souvenez qu'Airbus a livré 611 appareils contre 566 en 2020. Les commandes ont elles aussi pour Airbus fortement progressé, 507 commandes nettes en 2021 comparé à 268 en 2020. Et fin 2021, le carnet de commandes d'Airbus s'élevait à légèrement plus de 7000 avions. On a également engagé la montée en cadence, la reprise de montée en cadence sur la famille A320 avec l'objectif d'atteindre une cadence 65 à mi-2023. Sur les avions de transport régionaux, ATR a livré 31 avions neufs en 2021, comparé à 10 en 2020, qui était vraiment une année très difficile pour ATR, et a engrangé l'année dernière, en 2021, 35 commandes, pour un carnet de commandes à fin d'année 2021 de 200 avions. En ce qui concerne les avions d'affaires, Dassault Aviation a livré 30 Falcon, c'était 34 en 2020, et a surtout enregistré 51 commandes l'année dernière, contre 15 en 2020. Le carnet de commandes Falcon à la fin de l'année dernière s'élevait à 55 avions. Et l'année a été marquée pour Dassault par le premier vol du Falcon 6X et l'annonce du Falcon 10X. En ce qui concerne les hélicoptères, Airbus Hélicoptère a livré 338 machines contre 300 en 2020. Donc là aussi, un redécollage des livraisons et a enregistré 414 commandes nettes contre 268 en 2020. Donc même tendance que sur les autres segments de marché. Et Airbus Hélicoptère maintient sa position de numéro 1 mondial dans le secteur public et parapublic avec 52% de part de marché. Et Daher Aerospace a livré en 2021 51 avions contre 42 l'année précédente en 2020. Dans le domaine des moteurs, Safran a livré 952 moteurs contre 972 en 2020, donc stabilité. Les livraisons se sont réparties entre 845 LEAP et 107 CFM56. Des contrats très significatifs ont été remportés pour des premières montes ou de la maintenance, et le carnet de commandes du LEAP s'établit à 9700 moteurs. Sur la planche suivante, plus spécifiquement dans le domaine de la défense, le chiffre d'affaires défense s'est élevé à 19,5 milliards d'euros, soit plus 18% par rapport à l'année 2020. La très bonne performance à l'exportation, avec plus 24%, a été rendue possible notamment par les livraisons de Rafale et des armements associés et une très bonne tenue du marché mondial. Les commandes d'équipements de défense ont bondi de 140% à 27,6 milliards d'euros, encore notamment grâce aux Rafale, aux armements associés et aux hélicoptères. Plus spécifiquement, dans le secteur militaire, Dassault Aviation a livré 25 Rafale à l'exportation, contre 13 en 2020, à l'Inde, au Qatar, et a enregistré 49 commandes, dont 37 à l'export et 12 en France. Fin 2021, le carnet de commandes comptait 86 Rafale. On note également la poursuite des travaux sur le standard F4 du Rafale, la phase 1A du démonstrateur du programme SCAF. Les programmes sur les Falcon de mission se sont poursuivis et Dassault Aviation a également enregistré le contrat du MCO Balzac pour le soutien des Mirage 2000. Chez MBDA, de nombreux contrats couvrant la totalité de la gamme de produits, parmi lesquels le contrat Rafale en Grèce, un contrat Mika en Égypte, un contrat Mika NG pour la France,
le contrat SAMPT-NG avec l'OCCAR pour la France et l'Italie, et le contrat MMP avec la France, avec la livraison du 1000e missile. Pour Thales, de nombreux grands contrats sur l'ensemble du portefeuille d'activités, satellites, pods de reconnaissance, systèmes de communication tactique, systèmes de défense aérien, avionique militaire, systèmes de combat aérien et systèmes de combat naval, avec notamment les 2 contrats Rafale avec la Grèce et la France, la nouvelle génération du SAMPT, des commandes de satellites pour l'Italie, l'Indonésie et l'ESA, plusieurs contrats de soutien, radar de contrôle tactique, système de défense aérienne, contrat Vasco pour le système SCOA. Si on regarde la planche de synthèse, qui doit normalement apparaître derrière moi, voilà. On voit sur la planche de gauche, sur le carré de gauche, l'évolution du chiffre d'affaires de la filière sur les 6 dernières années. On était en croissance constante et accélérée jusqu'à 2019. Le décrochement brutal de l'année 2020, avec environ moins 30% de chiffre d'affaires pour la filière. C'est le choc auquel on a été confronté en 2020 avec le Covid. Sur 2021, une répartition, un chiffre d'affaires qui remonte légèrement, comme je l'expliquais tout à l'heure, à 55,2 milliards d'euros, et une répartition historique de 1 tiers, 2 tiers entre la défense et le civil, donc une part très importante de la défense, et on sait le rôle important qu'ont joué la défense, l'espace, les hélicoptères dans une grande mesure aussi, le rôle d'amortisseur qu'ils ont joué dans cette crise, d'où l'importance du portefeuille de produits qui est celui de la filière française. Et en termes de commandes, le rebond dès 2021, et globalement beaucoup plus sur la deuxième partie de l'année 2021, des commandes, puisqu'on remonte à 50 milliards de prises de commandes, et là aussi, une part prépondérante de la défense par rapport au civil, 55% pour la défense, ce qui est également une situation historique, puisqu'on n'avait pas connu dans les années précédentes de situation où la défense avait une part supérieure à celle du civil. Voilà, 2021 a donc bien été l'année de la reprise, une fois encore, surtout sur la deuxième partie, une année qui s'est terminée avec des belles prises de commandes et un début d'année prometteur pour 2022. On a vu dans le domaine du civil des commandes importantes pour Airbus en fin d'année, avec Air France KLM Transavia, Qantas, Indigo, également le lancement industriel et les premiers succès commerciaux de la version cargo de l'A350, et dans le domaine de la défense, des succès majeurs, du Rafale en Égypte, en Grèce, en Croatie, aux Émirats Arabes Unis, des hélicoptères avec le lancement du programme Guépard HIL pour la France, des hélicoptères Caracal H225M, là également aux Émirats Arabes Unis, et puis un grand contrat d'hélicoptères civils en Arabie Saoudite, pour ne citer que quelques-uns des succès. L'export avec l'A400M en Indonésie et au Kazakhstan, et dans plusieurs pays, en particulier l'Espagne et les EAU, pour l'avion ravitailleur A330 MRTT. Et en 2022, déjà, les succès du Rafale en Indonésie et en Grèce. Dans l'espace, également un succès absolument majeur pour Ariane 6, avec Amazon sur le contrat Kuiper, pour 18 lancements, et la mise en orbite de la constellation Kuiper, qui est vraiment le plus grand programme, le plus grand contrat, jamais remporté par Ariane Espace, en l'occurrence avec Ariane 6, et donc qui consolide très fortement Ariane 6. Un point particulier sur le spatial, nous avons une filière spatiale qui est leader en Europe, qui en 2021 aussi a eu un niveau d'activité augmenté, avec un chiffre d'affaires en 2021 proche des années antérieures à 2020. La filière est prête à relever les défis, est en pleine transformation face à une concurrence américaine et chinoise qui est très forte. Nous considérons que la préférence européenne est indispensable pour les lancements institutionnels, puisque c'est un sujet de souveraineté et de bloc. Thales Alenia Space et Airbus ont été les grands gagnants du contrat de renouvellement de la constellation Galileo, puisqu'il y a 12 satellites qui ont été
attribué 6 et 6, des satellites qui seront mis en orbite en 2024. Donc TASS a été retenu par l'ESA pour ces 6 satellites. TASS a également gagné des contrats pour 5 satellites géostationnaires, a été sélectionné par Telesat pour réaliser une constellation Lightspeed de 298 satellites de télécom en orbite basse. Et elle a également obtenu plusieurs contrats dans le domaine des infrastructures orbitales. Airbus Defence and Space a aussi donc remporté une part de ce contrat ESA et un contrat ESA pour la mission d'étude d'exoplanète Ariel, celui dont je parlais précédemment des satellites Galileo, nouvelle génération, ainsi qu'un contrat avec Eutelsat pour un satellite de télécom et plusieurs contrats de soutien avec le ministère de la Défense britannique pour le programme Skynet 5. Également, une signature de contrat entre Airbus et la start-up Loft Orbital pour la fabrication de 15 plateformes satellitaires de constellation. Et j'ai dit la start-up, on va parler, vous allez le voir, de plus en plus des start-up. Ariane Group a réalisé en 2021 15 lancements, dont 3 pour Ariane 5. 305 satellites ont été mis en orbite, dont satellite un peu particulier, le télescope spatial James Webb. On se souvient de cet événement très particulier en fin d'année. Le carnet de commandes s'est enrichi de 22 satellites, dont le dernier qui sera lancé par Ariane 5. Et le carnet compte 36 lancements pour 24 clients différents. 2022, compte tenu de ce qui se passe dans le monde entier et de ce qui s'est passé récemment, montre l'importance de la souveraineté, qui est un enjeu commun à tous les domaines, aéronautique et défense, et spatiale. Pour l'aéronautique, une souveraineté essentiellement en termes d'approvisionnement et l'impérieuse nécessité de rester stable et de rester performant avec une équation économique de la filière qui fonctionne face aux chocs de différentes natures qui peuvent se présenter. Le sujet de la résilience est effectivement un point extrêmement important. On a vu cette résilience à l'œuvre face au Covid, mais on voit d'autres chocs et d'autres crises arriver, et on sait que ça va continuer à être un sujet de travail pour l'ensemble de la filière. Pour la défense, bon, la notion de souveraineté est assez évidente compte tenu de la dimension stratégique de la défense et de sa nature même. Le soutien à l'industrie défense est important face à des attaques qui sont parfois de nature non militaire. Et ce qu'on a vu se déployer jusqu'à la crise ukrainienne en matière de difficultés à financer l'activité de défense. Vous vous souvenez que j'avais été très très clair sur ce sujet-là en début d'année, considérant que la grande difficulté qui se déployait à financer les activités de défense était une véritable menace sur la souveraineté de cette activité. La crise ukrainienne rebat les cartes et j'ai bon espoir qu'on va retrouver beaucoup plus de bienveillance sur le financement des activités de défense compte tenu du caractère essentiel de la défense pour assurer la sécurité et la protection de nos pays, des démocraties et des valeurs qui vont avec. Dans l'espace, la souveraineté passe par l'autonomie européenne en termes d'accès à l'espace avec Ariane 6, mais également sur les connexions sécurisées et donc l'idée de constellation européenne de télécom comme un des éléments centraux de souveraineté. Donc on voit que pour toute la filière aéronautique et spatiale, ces crises ont renforcé l'idée qu'il faut de la résilience et que la souveraineté est une forme de résilience pour pouvoir affronter le monde d'aujourd'hui. Le trafic aérien reste en grande difficulté. Même si on met le Covid derrière nous en termes de gestion de la crise, le trafic aérien n'est pas revenu au niveau de 2019. Vous avez sur cette planche beaucoup de chiffres. Je pense que ce qui est important de regarder, c'est qu'on est aujourd'hui, c'est les données Flight Radar et Eurocontrol de la semaine du 18 au 24 avril de cette année. Donc c'est la situation la plus récente dont on dispose aujourd'hui. Le trafic est toujours environ à un niveau de 20% en nombre de vols inférieur à ce qu'il était à la même période en 2019. C'est en légère progression, avec beaucoup de contrastes. L'Europe progresse, elle est à moins 17,6%, donc
un peu mieux que les moins 20% au niveau mondial, mais surtout c'est le niveau le plus élevé depuis le début de la crise. Donc l'Europe remonte progressivement et les réservations pour l'été sont très bonnes. Donc le secteur aérien européen, malgré la crise ukrainienne, est optimiste pour les mois qui viennent et est en train de faire son redressement. Aux États-Unis, on est déjà à moins 12%, on est donc très très proche des niveaux de 2019. Et en fait, on a eu dans les mois précédents, dans les trimestres précédents, des périodes où on était quasiment revenu au niveau de 2019 et un certain nombre des perturbations qui ont été observées étaient dues au Covid, mais pas nécessairement sur la partie demande, mais aussi sur la partie offre, c'est-à-dire sur la capacité des compagnies aériennes à mettre en ligne les avions avec les équipages, la maintenance, les pilotes, quand il y a eu beaucoup de gens qui ont été, beaucoup d'employés qui ont été impactés par le Covid et le variant Omicron en début d'année. Très important à avoir en tête, c'est la situation extrêmement mauvaise du trafic aérien en Chine en ce moment. La Chine, comme vous le savez, est soumise à des contraintes très très fortes compte tenu de la propagation d'Omicron, de la politique chinoise qui consiste à avoir zéro Covid, c'est pas de circulation du Covid. Donc les contraintes qui sont mises sur la société chinoise en ce moment sont très fortes et ont un impact extrêmement dur sur le trafic, puisqu'on est à peu près 25% du trafic de 2019 en nombre de vols, et en fait en nombre de passagers, c'est en fait encore beaucoup plus pénalisant. Donc la Chine est un vrai sujet de préoccupation et la durée de cette situation est quelque chose que nous regardons avec beaucoup d'attention. Au Moyen-Orient, on voit qu'on est revenu à des niveaux qui sont assez proches de l'avant-crise. L'Inde est en évolution très rapide en haut et en bas en fonction de la situation locale du Covid, mais globalement a maintenu en 2021 et puis en 2022 un niveau d'activité fort. Et puis l'aviation d'affaires s'en tire vraiment clairement très très bien, puisqu'on continue à avoir des chiffres très positifs, en territoire positif. Sur le trafic européen, les chiffres dont je dispose, c'est qu'il y a eu plus 16% en mars 2022 par rapport à mars 2029. Et aux États-Unis, on était en mars 2022 à plus 24%, presque plus 25% par rapport à mars 2019. Donc le trafic aviation d'affaires est, lui, supérieur à ce qu'il était en 2019. Alors voilà, on est à nouveau, comme disent les Anglais, on the front foot. On va de l'avant, et quand on va de l'avant, évidemment, eh bien, on recrute. Oui, bonjour à tous. Il va falloir produire toutes ces commandes, Guillaume. Et le GIFAS, on est là aujourd'hui pour vous annoncer le lancement d'une initiative qui s'appelle Aéro Recrute, qui vise à recruter 15 000 personnes en CDI cette année et 6 000 alternants. Alors, l'aéronautique a une forte implantation en France, dans les TPE, PME, ETI et grands groupes, et tous les secteurs sont en croissance. Le problème qu'on a aujourd'hui, j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est le même que dans beaucoup de secteurs industriels, c'est le manque d'intérêt, la peur, je dirais, de rejoindre ces secteurs. Et on veut convaincre les femmes, les hommes, les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs de tous âges de rejoindre notre filière dès cette année. On veut vraiment promouvoir l'attractivité de notre secteur, les carrières longues qui s'offrent à nous, etc. etc. Je reviendrai un petit peu après sur cette problématique. Martin, je te passe la parole. Bonjour. Pour faire écho à ce que vient de dire Christophe, je pense que la meilleure façon d'attirer des gens, c'est qu'ils aient un formidable défi devant eux. Et je pense que le premier sujet qu'on peut aborder sur l'aviation commerciale, c'est le défi de la décarbonation. Et aujourd'hui, c'est le défi de notre génération et de tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'aéronautique. Ça va être de décarboner l'aéronautique. Et aujourd'hui, on peut dire que depuis 2020, on a véritablement un élan extrêmement fort qui a été créé en France, avec une équipe de France qui rassemble les donneurs d'ordre, les équipementiers, les PME, autour du CORAC, et avec un soutien de l'État qui est indéfectible. On a des ruptures technologiques qui sont à faire, et notre objectif, c'est clairement de faire de la France le leader de l'aviation décarbonée. Notre objectif, c'est la neutralité carbone en 2050, avec des points d'étape d'ici là. Un aéronef décarboné digital à l'horizon 2035. Donc ça, c'est dans le domaine des SMR, qui associera les carburants non fossiles,
et aussi des avions qui seront forcément beaucoup plus frugaux, beaucoup plus économes en carburant, que ce soit à travers les moteurs ou l'avion lui-même. Donc transition vers les nouvelles énergies, ultra-frugalité, 30% d'amélioration de l'efficacité énergétique. La feuille de route du CORAC est une feuille de route qui a été construite donc par l'ensemble de la filière et elle est compatible avec l'ensemble des engagements européens. Un point important dans le CORAC, c'était l'inclusion de la supply chain. C'est quelque chose qui est important pour l'ensemble des acteurs, laboratoires, ETI, PME, mais aussi de plus en plus les startups. On y reviendra tout à l'heure. 20 à 30% de l'activité du CORAC est fait par l'ensemble des partenaires que je viens de mentionner, laboratoires, ETI et PME. Il faut avoir en tête aussi que pour une aviation décarbonée qui soit au niveau mondial, il faut qu'on ait non seulement une coopération entre industriels, mais aussi avec les autorités nationales et internationales. Et on va renforcer notre rôle vis-à-vis de l'OACI. Voilà, donc ça, c'est vraiment le principal challenge en termes de perspective pour l'aéronautique civile. Et je vais tourner maintenant vers le sujet de défense. Alors dans le défense, je pense que dans le contexte actuel, comme l'a dit Guillaume, le sujet du rôle clé de l'industrie de défense pour protéger la paix, la sécurité, nos valeurs est quelque chose qui est de plus en plus partagé par les acteurs. Et ça, c'est un effet secondaire de la crise ukrainienne, mais c'est quelque chose qui est important. Pour autant, il faut qu'on arrive à préserver la souveraineté de notre BITD. Et la préservation de la souveraineté de la BITD, ça passe par l'activité que nous avons en France. Et pour ça, il faut qu'on ait des budgets qui soient au niveau attendu, en particulier par rapport à des conflits de haute intensité auxquels il faut se préparer. Et notre demande, c'est que le budget qui est prévu en 2025 soit maintenu dans la durée. Et il faut aussi qu'on ait des exportations qui continuent à être favorisées sous le contrôle du gouvernement, parce que c'est un élément essentiel de l'équation de la base industrielle et technologique de défense. Un point important qui a déjà été mentionné par Guillaume, c'est le risque qui peut exister sur le financement de l'activité de défense par rapport aux enjeux de taxonomie européenne et à l'accès au financement privé. Encore une fois, je pense que le contexte actuel montre le rôle clé de l'industrie de défense dans la souveraineté et dans la protection de nos valeurs, et j'espère que 2022 verra une évolution positive dans ce domaine. Donc, s'agissant des initiatives européennes, on soutient évidemment le développement d'une industrie de défense européenne qui soit forte, qui soit ambitieuse. Pour ça, ça veut dire qu'on a un fonds européen de défense qui soit réservé aux industries européennes et qui aboutisse à des acquisitions de programmes capacitaires pour les États membres. Et puis avec une gouvernance qui soit équilibrée dans les programmes de coopération. Il faut aussi que les modalités de mise en œuvre de ces fonds soient des modalités qui permettent à la France de conduire sa politique industrielle qui soit adaptée aux besoins de ses armées. Dernier point que nous voulons, dernier secteur en fait dans le domaine de la souveraineté, c'est celui de l'espace, qui est évidemment un autre pilier de la souveraineté. On a un enjeu fort qui est de renforcer la compétitivité et l'attractivité de la filière spatiale. Donc, s'agissant de l'attractivité, le GIFAS a lancé une initiative qui s'appelle la Space Earth Initiative, dont le but c'est vraiment de mettre en évidence le rôle clé de l'industrie spatiale au service des citoyens, parce que souvent c'est un rôle qui est méconnu, que ce soit par rapport à tout ce qu'on peut faire dans le spatial en termes d'observation, en termes d'observation de la Terre, d'observation du changement climatique, en termes de télécommunications, en termes de météo, etc. Il y a vraiment un rôle essentiel du spatial au service des citoyens. Il y a un rôle aussi de l'espace au service de la souveraineté européenne. Il suffit de voir les conséquences de la crise en Ukraine qui a conduit à ce que aujourd'hui l'Europe n'ait plus accès au lanceur Soyouz. Heureusement que le programme Ariane 6 avait été décidé. Et donc, dans nos 4 priorités principales, il y a finaliser Ariane 6 avec le lancement de 29 satellites qui sont en carnet de commande, dont les 18 qui ont été signés avec Amazon. Se mobiliser sur les thématiques du programme France 2030, qui va concerner des ruptures avec l'éminanceur, la surveillance en orbite, la surveillance de l'espace, les services en orbite, pardon, et la surveillance de l'espace. Et puis soutenir une ambition française qui soit forte pour la conférence ministérielle qui aura lieu en 2022 de l'ensemble des agences européennes. Ce sont des rendez-vous classiques de l'industrie européenne et il se trouve que ça se passera en France. Enfin, un enjeu emblématique, c'est de soutenir la constellation
souveraine de télécommunications de l'Union européenne. Autre événement qui aura lieu en France, c'est l'International Astronautical Congress de 2022, en septembre. Et il faudra qu'on assure la présence forte de la filière. On a une filière spatiale qui est remarquable, qui a beaucoup de succès à l'exportation. À 50% du chiffre d'affaires spatial est fait à l'exportation. Elle est extrêmement unie et il faut qu'elle soit très visible à l'occasion de ce congrès. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le spatial. Alors, Christophe, tu as dit que tu allais nous en dire plus sur l'emploi. Je vais parler chiffres. Je vous ai annoncé tout à l'heure la création l'initiative Aéro-Recrute. D'ailleurs, à ce sujet, on a vraiment besoin que vous relayiez cette initiative du GIFAS. Si on parle emploi, donc en 2021, le secteur a perdu 3% de ses effectifs pour un effectif total à fin décembre de 188 000 emplois. On a perdu sur les années 20 et 21 beaucoup moins que les reculs de cadence, puisque avec Guillaume, tu parlais tout à l'heure des volumes d'activité, finalement le recul global est aux environs un petit peu moins de 5% contre je dirais, un recul d'activité de l'ordre de 30%. Alors en 21, la filière a recommencé à recruter avec 9 000 embauches, notamment en fin d'année. Principalement des CDI, 60% ingénieurs ECAD, 20% opérateurs d'atelier, 20% employés, techniciens, agents de maîtrise. 23% concernaient les jeunes diplômés. Alors, une ombre, mais on espère, je dirais, la lever, très peu de femmes, 25% simplement de femmes dans les recrutements, et avec un objectif que nous avons clairement fixé aux environs de 30%. On a aussi le problème à la source qui est peu de femmes rejoignent les cursus d'ingénieurs aéronautiques. On doit noter aussi l'augmentation du nombre d'alternants et on espère l'amplifier en 2022. Donc je rappelais tout à l'heure les besoins de la profession, 15 000 embauches cette année pour une production très localisée en France. Je voudrais dire aussi que les problèmes de recrutement ne sont pas liés spécifiquement au secteur aéronautique français, ni même à la France en général. Nos collègues allemands et anglais ont les mêmes problèmes que nous pour attirer dans nos secteurs, mais on a décidé de prendre le taureau par les cornes et je reviens encore à mon sujet Aéro-Recrute, je vois Philippe Dujaric qui sourit. On va communiquer, enfin faire un communiqué de presse dans la journée sur ce sujet. Alors, page suivante, donc des besoins de recrutement, on est très fortement implanté sur tout le territoire. Ce n'est pas une carte électorale, c'est là où sont positionnés les emplois de l'aéronautique, avec, je dirais, pas simplement Paris et Toulouse, mais également toute la France. Alors, on continue notre politique active de soutien aux formations aéronautiques et spatiales, sachant que, vous le verrez dans le plan Aéro-Recrute, nous nous adressons aussi beaucoup à des gens hors secteur spatial d'aujourd'hui, des gens notamment qui ont pu souffrir dans d'autres secteurs industriels comme l'automobile, de perte d'emploi. Nous nous adressons à toutes les compétences en France sur ce sujet. Alors, on a décidé, le Conseil a décidé de renouveler des conventions avec les groupes ISAE et ENAC. On maintient aussi l'aide aux boursiers dans les écoles de l'ordre de 30%. Et on développe aussi, on s'appuie sur eux pour développer les cursus d'apprentissage. En 2020, ISAE Supaéro, ISAE NCEMA en 2021 et SUPMECA en 2022. Le GIFAS a une très forte, je dirais, démontre son soutien depuis toujours à ces écoles aéronautiques. Peut-être reprendre la parole pour la suite, Christophe. Juste pour remettre bien en perspective les chiffres de l'emploi de la filière, on était à fin 2019 à 202 000 salariés
des entreprises du GIFAS. À fin 2020, on avait perdu 8 000 emplois, puisqu'on était à 194 000, ce qui fait moins 4%. Je vous avais dit qu'on estimait la perte d'emploi sur le premier semestre 2021 à environ également 4%, et qu'on allait réembaucher sur la deuxième partie de l'année. Alors, on n'a pas les chiffres exacts à milieu d'année, mais on voit qu'à fin 2021, on est à 188 000 emplois, c'est-à-dire moins 6 000, soit moins 3%. Donc au total, entre fin 2019 et fin 2021, on a fait moins 7%, alors qu'on a perdu environ 30%, 30% au point bas et plus de 25% au total entre fin 2019 et fin 2021 d'activité, de cadence, de production industrielle, de chiffre d'affaires. Donc, on considère que c'est un résultat remarquable. Il a été fait très largement, si ce n'est pas en totalité, par attrition naturelle, par arrêt d'embauche et par plan de départ volontaire. Et c'est aussi le résultat de la coopération au sein de la filière, mais avec les pouvoirs publics et l'ensemble du plan d'action aéro qui a été mis en place par les pouvoirs publics, dont on a pu voir ces derniers jours un certain nombre de commentaires sur l'efficacité qui a été jugée excellente. Et c'est aussi ce qu'on pense de notre côté, puisqu'on peut repartir sur la deuxième partie de 2021 en 2022 avec une industrie en ordre de bataille et 15 000 recrutements à faire sur 2022. Donc on est reparti aussi sur l'emploi, totalement vers l'avant, et avec des recrutements à faire dans un environnement qui est devenu plus compliqué pour recruter. Donc on s'est mis, comme on l'a dit, clairement en ordre de bataille. Alors, 2022, 2023, c'est pas préparer le rebond, c'est réussir le rebond. On est déjà dans le rebond et on est déjà en train de préparer l'avenir. Il s'agit pour nous de faire la défense et la promotion de nos professions. On est convaincu de l'intérêt social de l'aviation commerciale, de la capacité à voyager, à se déplacer sur la Terre, à rencontrer les autres cultures, à faire contribuer l'aviation à la réussite des autres secteurs industriels, économiques, et également au tourisme, qui représente 12% du GDP, de l'économie mondiale. Et donc, l'aviation est vraiment une solution. En revanche, elle émet du carbone, 2,5% des émissions de carbone mondiales, et notre défi, c'est de résoudre ce problème pour que l'aviation puisse se projeter dans les décennies, et peut-être plus que les décennies qui viennent, comme un moyen de transport universel, facilement accessible, sûr et sans impact négatif sur la planète. Le GIFAS s'est mis en ordre de bataille dans plusieurs domaines. Tout d'abord, sur le domaine de l'innovation et de la recherche au service de ses ambitions. J'ai parlé de l'aviation commerciale, on a aussi, ça a été dit, des grandes ambitions dans le domaine de la défense, du spatial et au-delà. Dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'emploi et de la formation, Christophe en a dit quelques mots, mais également aussi dans l'ouverture aux startups. On est en fait un petit peu revenu à l'aviation des débuts. Les entreprises qui sont là aujourd'hui étaient des startups il y a quelques décennies. Le premier salon du Bourget qui a eu lieu en 1909, quand on voit les images, c'était effectivement des petites entreprises très nombreuses, bourgeonnantes. Et on est aujourd'hui à un moment où on a beaucoup de transformations technologiques et il y a énormément de solutions qui doivent venir des startups et d'innovation. Et l'innovation n'est pas le privilège des grands groupes. Il y a beaucoup d'innovation dans les grands groupes, on le sait, mais il y a aussi des choses qui viennent des startups. Et donc, le GIFAS se met en ordre de bataille pour pouvoir accueillir les startups, pour pouvoir collaborer avec les startups et pour tirer toute l'énergie positive et la valeur créée que les startups peuvent apporter. 2022 et 2023 vont encore être des années de turbulence. Malheureusement, on le voit très crûment aujourd'hui avec la crise ukrainienne, mais j'ai parlé tout à l'heure de la situation du Covid en Chine. C'est aussi une source de difficultés, de turbulences sur le plan de la société, de l'industrie, du fonctionnement des supply chains, de l'aviation. Et on peut relativement raisonnablement penser que le monde dans lequel on est aujourd'hui va continuer à être un monde de turbulences. Donc il faut être gréé, il faut être équipé pour pouvoir naviguer de façon résiliente au milieu de ces turbulences. Une dernière planche peut-être pour dire aussi quelques mots du rôle
indispensable de l'aviation en général, mais aussi en particulier dans la crise. On est très fiers, je suis très fier, nous sommes très fiers de la contribution qu'on a pu amener à la gestion de la crise humanitaire, de la crise sanitaire qui a été celle du Covid, avec des activités aussi différentes que le rapatriement des ressortissants qui étaient bloqués à l'étranger, tout ce qui a été fait sur l'importation de masques au moment où il y avait une pénurie considérable, des transferts de patients avec des hélicoptères, des avions. Il y a eu également tout un tas de missions spécifiques qui ont été menées au service des armées pour pouvoir continuer à opérer dans une période vraiment très particulière, et aussi le rôle de l'aviation, et j'allais oublier de le dire, sur le déploiement au niveau mondial à une vitesse incroyable, à un moment où le transport était difficile, des vaccins, et le déploiement très très rapide des vaccins et des supply chains vaccinales a paru normal, mais c'est l'aviation qui a rendu tout ça possible. Et puis je l'ai dit, la vocation et l'implication totale de l'ensemble de la filière pour aller aussi vite que possible vers une aviation décarbonée. On s'est donné 2050 dans la filière, en France, au niveau européen. Puis vous l'avez vu au cours de l'année 2021 avec les engagements pris par IATA de l'aviation commerciale mondiale, d'être décarbonée en 2050, pardon. Et ça, c'est un chemin qui a été balisé, qui demande énormément de travail, mais il y a un plan d'action très clair qui repose en particulier sur les technologies et donc sur l'ensemble des activités de R&T dont parlait tout à l'heure Martin, et avec l'entrée en service du premier avion totalement décarboné en 2035, qui est un objectif majeur autour duquel la filière se rassemble et qu'Airbus essaye humblement de porter avec beaucoup de détermination et de conviction. Et c'est des changements qui nécessitent beaucoup d'autres modifications dans ce qu'on appelle l'écosystème, en particulier sur l'énergie, les carburants, les aéroports, la distribution, la réglementation. Donc un travail de l'ensemble de l'écosystème de l'aviation commerciale mondiale. Voilà, toute la filière est mobilisée. J'espère qu'on vous a donné ce matin un petit peu de matière, de grain à moudre sur les chiffres, sur ce qui s'est vraiment passé en 2021 et sur la trajectoire qu'on essaye de prendre tous ensemble. Et on espère avoir un grand moment de communion, en tout cas de moment où on se retrouvera tous ensemble autour de tous ces produits en 2023, avec le Salon du Bourget qui nous a tant manqué l'année dernière. Et c'est pourquoi on a voulu donner la parole à Patrick Daher, qui est commissaire du Salon, pour nous dire quelques mots de ce que sont tes ambitions et tes objectifs, tes rêves peut-être aussi pour le Salon 2023. Oui, alors déjà, avoir annulé le Salon de 21, il faut savoir que les salons du Bourget n'ont été annulés que entre 1938 et 1946. Ça a été les seules annulations, en dehors évidemment de celle de 2021. Mais souvenez-vous de ce qu'a dit le MacArthur pendant la guerre, « We shall return ». Et ce que je peux vous dire, c'est « we're back ». Nous sommes actuellement dans une position assez favorable pour le Salon du Bourget de 2023. Pourquoi ? Tout simplement parce que, ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure, on est à l'heure du rebond. Et on est à l'heure du rebond, pas seulement du rebond du monde de l'aéronautique, on est à l'heure du rebond d'une transformation extrêmement profonde de ce monde de l'aéronautique. On est à l'heure de ruptures technologiques qui sont très très importantes. Et donc le Salon du Bourget de 2023 va être la vitrine que nous allons mettre sur place pour montrer qu'est-ce que l'industrie aéronautique est capable de faire quand elle est soudée, unie, telle que nous sommes, nous, à l'intérieur du GIFAS. Et cette démonstration que nous allons faire, souvenez-vous quand même que le Salon du Bourget, c'est le premier salon international du monde de l'aéronautique, très très loin devant son dauphin, en gros 2 fois la taille de son dauphin. Dont j'espère d'ailleurs que le dit dauphin, Farnborough, fera un très beau salon cette année aussi. Donc nous allons mettre en évidence, c'est ça mes rêves Guillaume, hein, c'est de mettre en évidence tout ce que tu as décrit précédemment, avec des choses que vous connaissez, par exemple le Paris Air Lab, mais le Paris Air Lab axé sur la décarbonation. Il faut que nous réussissions le pari de la décarbonation. Avec l'avion des métiers, bien sûr, Christophe en a parlé,
nous devons embaucher de façon extrêmement importante dans les années qui viennent. On est au début du rebond, et donc quand nous arriverons en phase maximum du rebond, nous serons dans une configuration qui sera bien, bien plus importante que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Troisième chose, et je ne mets pas dans l'ordre, le week-end grand public. Nous allons animer ce week-end grand public de façon festive. Pourquoi ? Tout simplement parce que le week-end grand public, je rappelle que le salon du Bourget attire 300 000 personnes. Hein. Le week-end grand public attire aussi nos dirigeants. Ce sont des votants qui sont là. Mais attire aussi ceux qui viennent se rêver autour de l'aéronautique et donc être peut-être demain des salariés de l'aéronautique. On va aussi penser à, si j'imagine, un village des startups. En 2019, nous avions déjà reçu 150 startups. Eh bien, notre objectif cette année, dans ce village, on va faire un village spécifique pour les startups, c'est au moins, et je vois Gilles Fournier au fond, au moins de doubler ce chiffre-là. Ensuite, on est dans un autre monde qui est en train de se produire, qui est le monde de la mobilité, qui est le monde de l'électrique, et donc d'avoir une mise en évidence aux yeux de tous de ce que nos entreprises sont capables de faire en termes de mobilité, de taxis volants, d'électrification, donc d'avoir quelque chose qui soit très figuratif de ce que sera l'aviation de demain. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, on a de grands espoirs. 2019 avait été un très grand salon, un des plus beaux salons en termes de nombre de visiteurs, etc., en termes d'exposants. Nous sommes aujourd'hui au même niveau d'inscription qu'en 2019 à la même époque. Donc, on est parti pour faire un salon qui soit la grande fête de l'aéronautique mondiale. Et Guillaume, on le fera ensemble. Avec plaisir. D'abord, moi, je vous remercie d'être venu aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de vous voir tous et toutes. J'espère qu'on a pu aborder le plus grand nombre de questions possibles et de thèmes qui correspondent au sujet d'intérêt. Vous avez compris qu'on est en rebond, qu'on embauche, qu'on est complètement mobilisé autour des grands défis, de la souveraineté, de l'espace, de la décarbonisation du secteur aérien. La France est en leadership dans ces domaines. Je ne l'ai pas dit, mais je crois que c'était écrit sur les planches. On est resté en 2021 le premier secteur exportateur français. Donc une très grosse contribution au pays et à son équilibre économique et social. Et on a l'intention de continuer à apporter cette contribution. Voilà. Donc on est à l'attaque à nouveau. J'espère que vous l'avez tous ressenti et très content d'avoir eu l'opportunité de vous voir ce matin. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne journée.